épisode de La Meute. Aujourd'hui, on parle technologie. Et vous l'aurez remarqué, il y a un peu de changement autour de moi. Cette fois-ci, pour l'émission, on sera 4 autour de la table pendant presque toute la durée de l'épisode, sauf pour la chronique culturelle. On parle technologie en 2 questions. Tout d'abord, est-ce que le Bas-Saint-Laurent est dépassé? Puis, on continuera afin de savoir quelle technologie on a envie de voir en région. On reviendra aussi avec notre segment La Nouvelle qu'on a de poignée dans les dents et une chronique culturelle avec Marie-Émilie Dubé sur la mise en scène. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Aujourd'hui à La Meute, on parle de technologie, nouveau format, on a brassé les cartes et je vous le présente tout de suite parce que c'est sa première apparition à La Meute. Franck Malenfant, bonjour. Bonjour. Benoît Ouellette, bonjour. Et pour compléter, le quatuor, Sylvain Dionne, bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle technologie et on commence la première section de l'émission en se posant la question, est-ce que le Bas-Saint-Laurent est dépassé? Et dans ce cas-ci, je pense que c'est peut-être important de prendre le pouls de la population. Je me tourne vers toi, Benoît, parce que tu es peut-être en contact avec plus de personnes que la moyenne autour de la table. Tu enseignes, entre autres. Donc, tu vois beaucoup de personnes, puis tu as un bel échantillon varié. As-tu l'impression que les personnes qui sont dans ta salle de classe sont dépassées ou est-ce que toi, tu es dépassé par la réalité? En fait, moi, les gens qui sont dans ma classe viennent d'un peu partout au Québec. Donc, tu sais, c'est un petit peu dur à juger comme ça. Moi, ce que j'aimerais souligner, la première chose que j'ai, tu sais, en voyant la question, la première chose que je me suis dit, c'est difficile un peu d'être dépassé quand, tu sais, de la technologie, admettons, les réseaux sociaux, tu sais, la connexion sur le monde, tout de pouvoir être en communication avec n'importe qui, n'importe quand. Donc, tout Internet, le cyberespace, etc., c'est pas plus vieux que... L'accessibilité à ça, c'est pas plus vieux que moi, puis j'ai à peine 30 ans. Donc, tu sais, si on est dépassé, bien, on est encore à la ligne de départ, puis on a un petit pas de retard parce que ça commence, tu sais. Puis c'est normal, je trouve que... étant donné qu'on n'est pas dans les grands centres, on est moins jeune aussi comme population, donc on a une population qui est vieillissante, qu'on est moins près peut-être des grands pôles technologiques, quoique, bon, ça peut être encore à discuter. Mais je trouve, ceci étant dit, qu'on a beaucoup de choses aussi à voir, mais ça s'en vient, il faut laisser le temps aux choses d'arriver. On est souvent dans l'instantané comme ça, mais ça s'en vient, puis on va finir par rattraper tout le monde, puis peut-être même si on se décide au Québec à développer les régions par la technologie ou quoi que ce soit, bien, peut-être même qu'on va devenir avant-gardiste. Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est un petit peu tôt dans l'histoire de l'évolution humaine de dire qu'on est dépassé. C'est vrai que quand on se compare peut-être à un village tibétain, on est probablement à l'avance au niveau accessibilité Internet et le nombre de personnes qui sont sur Tinder. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais de ton côté, Frank, qu'est-ce que tu penses du point de vue, Benoît? Tu as l'impression qu'il est encore trop tôt pour faire le bilan par rapport à notre statut face aux nouvelles technologies? Bien, je suis plutôt d'accord avec l'argument de Benoît que l'Internet en tant que technologie de communication est encore à son enfance et qu'effectivement, on n'est pas à la maturité d'Internet. On commence encore, même au niveau des startups américaines et françaises, à juste toucher le potentiel qu'a cet outil-là. On le comprend et on commence comme ça. Mais c'est sûr que c'est un domaine qui évolue à une vitesse qui n'a jamais été vue avant. Et donc, à ce moment-là, c'est très facile de devenir dépassé. Donc, je pense qu'actuellement, on est vraiment à un point de travailler sur l'idée qu'on va devoir être beaucoup moins résistant au changement en tant que société. Et dans les régions, ce que ça représente, peut-être qu'il va y avoir des mentalités un petit peu plus traditionnalistes qui sont là. Mais donc, à ce moment-là, c'est plus dur à dire. Il y a un côté générationnel, il y a un côté géographique aussi à l'histoire. Mais je crois qu'actuellement, on n'est pas nécessairement dépassé, mais on a à faire attention à l'attitude qu'on adopte face aux technologies actuellement. Et on a à faire partie peut-être de cette maturation-là de l'Internet qui va aller vers des structures éventuellement où il va y avoir une petite application aussi pour ça et tout ça. Puis ce ne sera pas nécessairement juste le grand Facebook, le grand Google. Je crois qu'éventuellement, ça va s'horizontaliser, ces choses-là, et que donc les gens vont s'approprier ce média-là. Et donc, est-ce que le Bas-Saint-Laurent peut s'approprier ce média-là? Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui se génère avec les startups du web actuellement. Et donc, est-ce qu'on va voir ça apparaître au Bas-Saint-Laurent
dans les prochaines années, je le souhaite grandement. Sylvain, on va finir le tour de table pour la mettre finalement, cette table métaphorique-là. Toi, tu as l'occasion de gérer plusieurs dossiers, mais aussi une clientèle qui, quand elle fait appel à tes services, s'attend à avoir quand même un avis... Une présence. Et médias sociaux, aussi, nouvelles technologies. Dans ce cas-ci, toi, as-tu l'impression qu'à chaque fois, il faut que tu vulgarises les nouvelles technologies? C'est certain qu'il faut vulgariser des choses parce que les gens ne sont pas familiers avec l'ensemble. Les gens connaissent leur domaine d'expertise. Alors, c'est pas pour rien qu'ils font affaire souvent avec des gens qui sont capables de les conseiller, de les guider là-dedans. Sauf que pour moi, évidemment, comme je suis dans le domaine des communications, ça prend une nuance tout à fait particulière. C'est bien beau d'avoir les outils pour communiquer, de parler de nouvelles technologies, de communication et d'information, mais encore faut-il savoir communiquer. Donc, et ça, c'est toute la nuance. On peut avoir les meilleurs outils de production sur Terre. Si on n'est pas capable de s'en servir de façon efficace, bien écoutez, on a un problème. Tu soulevais, Franck, une chose, puis je suis d'accord avec toi, on n'est pas si à l'arrière que ça, pour une Moses de bonnes raisons. On n'a même pas encore de politique numérique au Québec, actuellement. Le gouvernement n'est pas capable de s'entendre là-dessus, comme il n'est même pas capable de gérer son parc informatique de façon efficace. Alors, est-ce qu'on est en retard? Ben, écoutez, je pense que si on est en retard, l'ensemble du Québec est en retard parce qu'on n'a même pas de politique visant à favoriser le développement numérique au Québec. Moi, Mathieu, en contrepartie... Oui, en contrepartie, Sylvain. J'ai une question. Est-ce qu'on parle uniquement de nouvelles technologies de l'information, Internet, médias sociaux, tout le reste, ou bien si on doit parler de technologie à plusieurs égards, parce que c'est vaste le domaine des technologies. Et si on me dit que le Bas-Saint-Laurent est en retard, bien, je vous dirais qu'au Bas-Saint-Laurent, ZAP Bas-Saint-Laurent a été un précurseur, ou pas loin d'être un précurseur au Québec en matière de libre accès Wi-Fi sans fil à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Et ça, c'était une première au Québec, parce qu'on parlait de Wi-Fi à l'échelle d'une région. Ça n'a pas été facile, ce développement-là, et c'est au Bas-Saint-Laurent que ça s'est passé. Pas certain qu'on est si en retard que ça. Je reviens à ma question. Oui. Parce qu'on peut parler de technologie de production. On peut aller dans toutes les directions. Ben, c'est parce que moi, je vous dirais que si on se demande si le Bas-Saint-Laurent est en retard, je vous dirais qu'on n'est pas plus en retard que Calvin Klein qui a produit, à un moment donné, ses sous-vêtements, même des sous-vêtements qu'on dit maintenant intelligents. OK? Donc, on a des entreprises ici, au Bas-Saint-Laurent, qui développent des technologies, qui sont exportées à l'extérieur, qui nous sont uniques, qui sont exportées à l'extérieur. Alors, si on prend l'ensemble du domaine des technologies et des techniques, je ne suis pas certain du tout, quand on considère le bassin de population, l'étendue du territoire, qu'on est si en retard, que si on fait preuve, au contraire, d'une créativité exemplaire à plusieurs égards. Au prorata, peut-être. Ça, je suis bien d'accord. On a nos pôles de référence au niveau technologique, que ce soit agricole, que ce soit bombardier ou peu importe. Oui, on a ces pôles-là. Cependant, on vit quand même dans une région où, contrairement à l'île de Montréal, il y a certains endroits où le Wi-Fi, oublie ça, Internet haute vitesse, oublie ça, connexion cellulaire à certains endroits, oublie ça. En soi, la géographie vient causer d'autres problèmes. Tu penses pas? Oui, on a la géographie. En fait, on vit dans un grand pays vide, donc à ce moment-là, bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher d'infrastructures pour donner de l'Internet à quelqu'un ici, dans un pays qui a une densité de population d'à peu près 1 habitant au kilomètre carré. C'est sûr que si tu veux aller jusqu'à dans le fin fond du rang A d'un village, ben c'est beaucoup plus long de fil et donc à ce moment-là, ben c'est beaucoup plus cher. Et même pour les compagnies privées, c'est ça. Mais je pense qu'il y a ce référent-là, mais le référent aussi politique en est un, c'est-à-dire que quand on parlait de la législation puis de la politique du web, etc., je pense qu'actuellement, la vitesse d'évolution des technologies met une pression grande sur nos pouvoirs législatifs aussi. Et actuellement, je pense que notre pouvoir législatif est dépassé par la vitesse des choses et qu'on n'a pas cette efficacité-là aussi de suivre à ce niveau-là et que ça freine aussi le développement des régions.
Tu voulais dire quelque chose, Benoît, avant que... En fait, je peux faire du pouce un petit peu là-dessus aussi, parce que, tu sais, je me dis, quand il va y avoir des gens qui vont devenir des décideurs, comme des politiciens ou quoi que ce soit, qui vont être nés, dans le fond, dans cette société-là où il y a beaucoup d'avancées technologiques, Internet, etc., mais ça va peut-être changer, puis il va peut-être y avoir une plus grande conscience aussi. C'est encore au fait que je dis que c'est tellement jeune que ça va venir, tu sais, puis même dans les régions, on va finir par trouver des technologies qui vont faire en sorte que n'importe qui peut avoir accès à Internet n'importe où. Mais je pense que ça va venir. Mais si on se ramène au Bas-Saint-Laurent, je suis d'accord avec Sylvain pour dire qu'on a des choses incroyables qui se développent. Puis même, on est en train d'en développer d'autres. Moi, je travaille avec les gens du Living Lab au Cégep des Rivières-du-Loup. Puis ils veulent développer, en tout cas, je ne sais pas à quel point ça en est dans le projet, mais ils veulent développer un atelier ouvert ou quelque chose comme ça où tu peux aller, où tu peux télécharger ou partager avec d'autres gens qui partagent le même concept pour fabriquer des objets, par exemple, avec des imprimantes 3D. Donc, vraiment intégrer la technologie et mettre en commun, dans le fond, notre savoir pour fabriquer des choses, pour partager des idées, etc. Puis, il y a une des problématiques, ça c'est extrêmement intéressant, une des problématiques aussi que tu soulevais, Franck, c'est-à-dire un des éléments qui freine le développement en région particulière, parce que les technologies existent. Je parlais de ZAP Bas-Saint-Laurent qui permet un accès Wi-Fi à bien des endroits. Il y a des produits qui existent également, des entreprises qui offrent un service d'accès Internet. Or, les grands distributeurs, c'est accessible, c'est disponible. Un des gros freins, c'est le coût de l'accès Internet. Et ça, c'est à l'échelle du pays. Le Canada est un des pays où ça coûte le plus cher pour avoir accès à Internet et avoir une bande passante. Ouais. Actuellement, il y a comme une collusion entre les grands réseaux d'accès à Internet qui font que, bon, la bande passante est contrôlée et ce qu'on rend disponible à la fois aux entreprises et aux citoyens, c'est relativement limité, mais à un coût presque prohibitif si on le compare à ce qu'on trouve ailleurs. Donc ça, c'est une problématique aussi qui vient ralentir le développement, particulièrement dans les régions. Parce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre, c'est que l'avantage des nouvelles technologies, ou si on réduit un peu le débat à Internet, c'est, comme Benoît l'a mentionné avec son exemple, ou avec ZAP Bas-Saint-Laurent, c'est une question de connecter, d'être capable de tisser des liens avec d'autres intervenants, d'autres acteurs, avec des personnes d'ici et là. Donc, quand une portion de la population qui est un peu en marge de cette habilité-là, de cette capacité-là, est-ce qu'en soi, c'est pas comme si on les laissait un peu en arrière, puis nous, on va aller faire des beaux trucs comme le laboratoire, ou on va aller faire des beaux trucs comme une émission à la télévision communautaire qui se ramasse sur le web? Ou est-ce qu'on fait réellement un effort et on réussit ça prend une volonté. Ça prend une volonté, à quelque part, de la population. Puis, remarquez, je dis que ça prend une volonté. C'est pas vrai, parce que la population se débat. Je regarde dans le Témiscouata, dans le secteur du transcontinental, ces gens-là réclament depuis des années un accès à la technologie cellulaire. Ils ne l'ont pas. Pourquoi? C'est encore là une question de rentabilité. Donc, ça aussi, je vous dirais que on peut avoir la volonté, mais à quelque part, il y a des décideurs, il y a des entreprises qui contrôlent le produit, qui contrôlent l'accès au produit. Cindy Rivard, dont on parlait il y a à peine 2-3 semaines, 2-3 épisodes, bon, me faisait remarquer, m'écrivait en me disant « c'est dommage, je ne peux pas la voir en direct, l'émission. Le câble n'est pas accessible chez nous. » Oui, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Mais écoutez, là, on ne parle pas de cellulaire. On ne parle pas d'Internet. On parle d'accès câble. De télécâblé. Télécâblé, là. Et puis, on n'est pas loin, là, c'est Témiscouata sur le lac, là. Mais oui, vous allez me dire, il y a des soucoupes, il y a ci, il y a ça, il y a d'autres technologies. Mais à quelque part, quand on dit qu'on n'est même pas capable de fournir un service câblé à une population, on arrive à... On parle du cellulaire bien loin, puis d'Internet après. Effectivement. Puis je pense qu'au niveau de s'étendre comme ça, puis des réseaux de communication, on a un investissement social à faire là, quelque part. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ça va toujours être rentable de développer les régions comme en attendant le marché. Mais une fois de temps en temps, il faut devancer le marché. C'est comme dans tout. À un moment donné, il faut être là pour quand la vague arrive. Donc, pour surfer sur la vague, il faut être devant la vague. Hein. C'est le principe. Et donc, à ce moment-là, on a un investissement à faire. Parce que quand on regarde, entre autres, Franck, le domaine dans lequel tu travailles, sans avoir accès à ce marché, au marché de l'Internet, où je prends l'exemple du producteur de café qu'on avait ressorti, qui maintenant a un marché international. Sans Internet, automatiquement, sa business ne fonctionne pas. Sans Internet,
ton employeur, c'est la même chose, ne serait pas capable de pédaler comme il le fait en ce moment. Non, bien, tout est dans l'innovation, puis tout est dans les technologies. Et puis, actuellement, ce qu'on a comme pouvoir, c'est que tout à coup, la puissance de l'informatique et de l'Internet, tout ça se démocratise. Tout le monde a accès à un ordinateur, tout le monde a accès, ou presque, à Internet. Et même, à ce moment-là, au niveau des entreprises, bon, toutes les entreprises sont connectées à Internet maintenant, mais on a à développer ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir quoi faire avec ça. Tu sais, si on regarde actuellement, je recule plus loin, là, mais il y a à peu près 49-50% de la population qui est considérée comme illettrée fonctionnelle. Okay? Et donc, à ce moment-là, on parle de technologies qui sont encore beaucoup écrites, pour des raisons de bande passante notamment, parce que, bon, écouter des vidéos sur 56K, c'est vraiment chiant. Et puis donc, à ce moment-là, on a ce problème-là, mais on a aussi... Donc, on vient de se couper déjà là, par exemple, en écrivant un message sur Facebook, on vient de se couper une personne sur 2 au Québec. Approximativement. C'est ça. Et si on met une vidéo YouTube, encore, on ne joint pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'iront pas le chercher. Et donc, à ce moment-là, on a déjà un problème d'accès à ce niveau-là. Et si on va en plus à l'illettrisme au niveau de comprendre sa machine, d'être capable de manipuler ses outils, de connaître au moins un langage de programmation pour être capable de contrôler un peu ses logiciels au bureau, par exemple, eh bien là, on est vraiment, vraiment loin du compte. Mais je pense qu'il y a des initiatives sur Internet actuellement qui sont prises par Google, par Microsoft, etc., pour démocratiser le savoir informatique. Et puis, je pense qu'on a à sauter dans le train. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes compagnies ou de compagnies qui y travaillent aussi à démocratiser aussi tout ça, puis à rendre ça, à rendre des logiciels open source, donc qui sont gratuits, mais que tout le monde peut commencer à programmer justement, puis à faire grandir finalement, puis c'est des logiciels qui ne coûtent rien. Puis je pense qu'aussi on peut s'en aller un peu plus vers ça, là. Étant donné que la technologie, dans ce qu'on parle, là, l'informatique, le cyber, ça ne coûte pas grand-chose en ressources humaines tant que ça. T'sais, comparé, admettons, une chaîne de montage d'automobile. Pour avoir ton auto, finalement, il y en a eu des étapes, des humains qui ont travaillé dessus, il y a eu beaucoup de matériel, il y a eu des locaux aussi qui sont coûteux, tandis que tu peux travailler sur un projet, sur un logiciel, quoi que ce soit, dans ton sol à deux, là, puis tu peux faire beaucoup d'argent quand même avec. Donc, je pense qu'il y a une démocratisation aussi qui peut se faire, puis il y a un coût qui peut être réduit aussi. Et là où il y a justement un avantage, c'est que contrairement à d'autres marchés, j'ai travaillé à Ottawa, j'ai travaillé à Québec, entre autres, on parlait des événements qui ont eu lieu à Paris. Moi, je les ai suivis, entre autres, à travers Twitter, mais pour avoir remarqué la chose, quand vient le temps de communication, quand vient le temps de promotion de marketing, quand vient le temps de mobilisation en région, dépendamment desquels, il n'y a pas de lieu commun sur le web. Il n'y a pas de référent, il n'y a pas de point spécifique. Ça prend, contrairement à d'autres endroits, puis je reviens dans moi, ce que je connais personnellement, la ville d'Edmundston, qui est un exemple complètement bizarre, mais faute d'autres médias qui sont très, très, très forts dans la région, la ville d'Edmundston avait un taux de pénétration avec sa page Facebook plus élevé que celle de Montréal, celle de Québec et celle de Gatineau, parce qu'ils se sont positionnés comme la première source d'information. Alors qu'ici, dans la région, quand j'essaie de promouvoir de l'information, du contenu médiatique, je n'ai pas ce point de référence-là. Je n'ai pas cette direction de facto qui va, elle, servir à propager l'information. Ben là, ça m'intrigue un petit peu parce que je n'ai pas tellement de difficultés à propager l'information que j'ai à propager, ne serait-ce que pour moi-même ou pour mes clients. Mais tu as plusieurs points de relais, c'est ce que je dis. C'est sûr, j'ai plusieurs points de relais, il faut les créer. Ce que tu soulèves, c'est une problématique. Je vais avoir l'air de radoter. Ce que tu soulèves, c'est une problématique qui n'est pas inexistante j'allais dire dans le vrai monde, mais on ne doit plus parler de virtuel maintenant parce que le virtuel, c'est le réel. Mais ces points de référence-là, lorsque tu ne les trouves même plus en communauté, par rapport à tes voisins, par rapport au niveau des entreprises, lorsque tu ne trouves plus ces références-là, comment veux-tu les retrouver sur les médias sociaux? C'est bien difficile de reproduire des modèles sur les réseaux sociaux quand ces modèles-là n'existent plus ou sont mis de côté dans la vie de tous les jours. Donc, il y a un travail de fond en communauté à faire pour s'assurer qu'en parallèle, il soit créé sur les nouvelles technologies. Oh oui. C'est déjà tout pour ce premier sujet de discussion. Dans un instant, la nouvelle qu'on a de poignée dans les dents avec Frank Malenfant et Benoît Boisvenu. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire,
parfait. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Comme à chaque épisode de La Meute, on a notre segment, la nouvelle qu'on a de Pogné dans les dents, une section de l'émission où on parle plus en profondeur de nouvelles, au pluriel, qui auraient dû retenir notre attention. Et aujourd'hui, on commence avec Benoît Ouellette. Oui. Ta nouvelle, qu'est-ce que c'est? Bon, ben vous savez que j'ai quand même un intérêt pour la culture, n'est-ce Oui, pas? Donc, je ça va être pense. une nouvelle culturelle. Je vais parler du Centre d'art de Kamouraska, qui lance une campagne de sociofinancement. Donc, je me disais, ça me fait quand même référence aux technologies aussi. J'ai trippé quand j'ai vu ça. C'est le Centre d'art de Kamouraska qui lance une campagne de financement pour le projet Moi à l'œuvre, édition 3, donc 3e édition. C'est un projet vraiment intéressant qui permet à des jeunes, donc des enfants, d'être en relation, d'expérimenter de l'art avec des professionnels. Donc, dans 5 disciplines, on a la photographie, le dessin, la sculpture, la musique et la danse. Donc, on amène des professionnels et on fait faire des ateliers avec les enfants. Et le but de tout ça, c'est de développer leurs aptitudes, leur habileté sociale et communicationnelle par l'art. Donc, dans le fond, pour les enfants. C'est un projet qui est quand même financé. Et pourquoi il demande l'appui de la population par une plateforme de sociofinancement? C'est qu'ils veulent ouvrir à encore plus de jeunes pour cette édition-ci. Donc, leur budget leur permet un nombre de jeunes X. Donc, ils veulent ramasser 5 000 $ pour pouvoir accueillir encore plus d'enfants parce qu'il y a une demande du milieu et parce que c'est extrêmement populaire. C'est vraiment les gens qui ont demandé « Ah, ben j'aimerais ça aussi que mon enfant puisse s'inscrire, etc. » Donc, ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu plus de besoins. Je trouvais ça vraiment fantastique parce que c'est des gens qui demandent à un musée, donc au Centre d'art, d'ouvrir des places pour leurs enfants, donc qui veulent que leur enfant soit initié à l'art. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sur haricot.ca, donc la plateforme de sociofinancement, ou vous pouvez aller simplement sur le site du Centre d'art de Kamouraska. Et si je ne me trompe pas, et j'espère que je ne me tromperai pas, avec cette plateforme-là ou la structure de leur sociofinancement, même s'ils n'atteignent pas leurs 5 000 $, quand même l'argent que vous aurez donné là, des téléspectateurs à la maison va tout de même aller à l'agrandissement du projet. Mm-hmm. Et de mémoire d'homme, j'en ai pas vu passer beaucoup de campagnes de sociofinancement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait le Loup de Cambronne qui en avait fait une, qui avait quand même bien fonctionné. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on apprend qu'on apprivoise aussi en région, aussi des plateformes de sociofinancement, mais qui est vraiment extrêmement intelligente pour un organisme qui veut faire participer les gens. Donc, si c'est important pour vous donner, c'est à la place de faire des télétons là, ou de se faire un marathon Naruto, là, on fait quelque chose comme ça. C'est vrai, très bonne idée. On ne pouvait pas passer parce qu'en date de l'enregistrement, on est à 3 jours des événements qui se sont passés à Paris. Franck, toi, la nouvelle dont tu voulais nous parler, c'est une nouvelle qui tient à cœur, comme elle tient à cœur probablement à tout le monde au Québec, puis en fait tout le monde en Occident, même sur la planète depuis vendredi. Oui, bien sûr. Ben, c'est en fait les attentats de Paris, bien sûr, et puis la marche qui a eu lieu ici, la Marche pour la France, qui a été organisée par des étudiants français ici, qui sont ici, et auquel à peu près 60 personnes ont participé, donc spontanément, comme ça. Donc, ça fait suite aux attentats des musulmans intégristes qui ont... On présume que c'est les musulmans intégristes, là, étant donné les revendications, qui ont fait les morts là, en France. Et puis, ce que j'ai pu voir dans cette marche-là qu'il y a eu là, c'est bien sûr de l'émotion, mais du recueillement et de l'apaisement. Et puis ça, j'ai été très, très content de le voir dans cette marche-là. C'est qu'actuellement, je crois qu'on est dans une espèce de spirale de folie dans les médias un peu et dans la réaction de colère qu'on peut avoir, bien sûr, face à tant de violence. De peur aussi. Et de peur, effectivement. C'est des terroristes. Et donc, à ce moment-là, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Et puis de voir que bien entendu, la réponse militaire, c'est au-delà de notre pouvoir. Donc, est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'elle se fait bien ou est-ce qu'elle ne se fait pas? On peut avoir des opinions là-dessus, mais c'est au-delà de notre pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communauté? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme réaction et pour apaiser
ça, parce que moi, en tout cas, ce que je recherche, c'est l'apaisement, pas encore plus de gens qui explosent puis de gens qui tombent sous les balles. Et donc, à ce moment-là, bien, je crois que ce que j'ai vu là, c'est exactement ça. Est-ce qu'on doit prendre le temps de se recueillir, de raisonner et de se souder ensemble plutôt que de se diviser pour montrer que la terreur ne fonctionne pas. Et moins ça va fonctionner, bien sûr, moins il y en aura. Et moins on donnera de tribune à la haine, bien plus, à un moment donné, ce message-là va s'émousser. Et donc, ça m'a resté, en tout cas, ça m'a touché beaucoup ce qui est arrivé, là, justement, avec la marche dimanche matin. Et donc, c'était un beau message. Un beau message. Ouais. Qui vaut la peine de passer aussi fréquemment, puis quelles que soient les tribunes aussi, que c'est mieux de se serrer les coudes, c'est mieux de choisir la paix plutôt que de se lancer dans une spirale inflationniste. Mm-hmm. Et même si on doit être ferme, la fermeté exprimée dans le calme est encore plus ferme que de sortir de ses gonds. De mon côté, pour compléter le segment de la nouvelle qu'on a pogné dans les dents, peut-être pour finir sur une note un peu plus positive, tout récemment, le New York Times a sorti pour la toute première fois une histoire en réalité virtuelle. Donc, pour la première fois, de la même manière que la fin du 19e siècle, on a vu la première pièce journalistique avec une photo. Là, cette fois-ci, on a la première pièce journalistique en 3D, en réalité virtuelle, où on va pouvoir se mettre le Oculus Rift, qui est le casque que l'on se met sur la tête, tourner et voir, évidemment, ce fameux dossier-là. C'est un dossier sur la Syrie, dans ce cas-ci. Donc, bon, c'est pas ce qui est le plus joyeux, mais quand même, on vient peut-être de voir la première pièce d'un nouvel édifice journalistique qui va prendre place au cours des prochaines années. Réalité augmentée qui s'en vient, une référence dans bien des domaines qu'on apprivoise à peine et qui offre des possibilités énormes dans les différents secteurs de communication, mais aussi de production, de l'industrie du tourisme, différents secteurs. Le marketing, notamment, oui. Donc, cette réalité augmentée-là, je pense que c'est ce que le New York Times tente de nous faire voir, mais adapté au domaine de l'information, c'est une superbe nouvelle. Puis on a même eu un exemple de ça ici dans les Basques. On a eu une exposition avec la réalité augmentée. Vrai, donc, même ici en région, mais ça commence à arriver. Donc, et voilà, donc on innove en région. On se posait la question, on innove en région. Et on pourra en parler justement dans le prochain segment. Et là, je ne sais pas quelle... Caméra 2? On en parlera dans le prochain segment, savoir quelle technologie veut-on voir arriver en région. La réalité virtuelle en fait peut-être partie. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Pour ce deuxième sujet de discussion, on rêve, on fantasme un peu quelle nouvelle technologie, quelle technologie est-ce qu'on voudrait voir apparaître ou bien utiliser au Bas-Saint-Laurent. Et pour en parler, comme lors du précédent segment, Benoît Ouellette, Franck Monenfant, Sylvain Dionne. Je vais tout de suite commencer, vers Sylvain, parce qu'il y a plusieurs de ces beaux exemples que tu voulais mentionner lors de notre dernière discussion. Alors, c'est moi qui fantasme le premier, finalement. C'est que, moi, ce que je constate avant de parler de technologie qu'on voudrait voir, il faudrait commencer par desservir les MRC du Bas-Saint-Laurent de la même manière. Partout, parce qu'il y a un clivage actuellement en matière d'accès aux technologies. Si on parle d'Internet, si on parle de la téléphonie cellulaire, si on regarde les MRC des Basques, par exemple, et de la Métis, surtout du Témiscouata, ce sont des MRC actuellement qui vivent des problématiques sur le plan technologique, sur le plan de l'innovation, sur le plan de l'accès aux technologies, même dans le Kamouraska, lorsqu'on s'en va dans le Haut-Pays, dans certaines régions du Haut-Pays du Kamouraska, on a des problématiques. Il y a un clivage actuellement qu'il faudrait, à mon avis, éliminer au Bas-Saint-Laurent avant de pouvoir parler de technologies qu'on souhaite avoir qui pourraient desservir le développement global du Bas-Saint-Laurent. Parce que c'est pas possible d'arriver à définir une région et à définir des technologies qui vont permettre à une région de véritablement se développer si on n'a pas le même accès
partout. Ça crée des disparités. L'ouest du territoire, du Bas-Saint-Laurent, par exemple, est beaucoup plus investi dans l'innovation, dans le domaine du développement technologique. Même les entrepreneurs développent leur propre plateforme maintenant, n'attendent pas les programmes gouvernementaux, alors que ce n'est pas la même réalité qui se vit très souvent dans le secteur plus à l'est du territoire, où là, même s'il y a des pôles technologiques, ben, on ne parle pas du tout de la même réalité que ce qu'on vit dans l'Ouest. Alors moi, ce qui me préoccupe avant de parler de technologie, des technologies qu'on voudrait, ben, c'est d'éliminer le clivage qu'on vit actuellement d'une région à l'autre. Supposons que l'on vit dans un monde parfait où l'Internet haute vitesse et puis le câble est rendu partout, etc., téléphonie cellulaire. Où sont peut-être les gains à faire selon toi, François? Bien, d'abord, le télétravail, d'un côté. Je crois qu'on a beaucoup d'argent à économiser par le télétravail, d'une certaine manière, parce que c'est un accès plus facile aux ressources humaines. C'est plus de flexibilité au niveau des ressources humaines aussi. Je pense que ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Et puis, il y a le côté télétravail. Quand une entreprise a une dépense incroyable à faire pour obtenir 50, 60 mégabits, puis qu'elle essaie d'avoir 10 employés en télétravail, ça se peut presque pas. On a plein de domaines aussi où on doit avoir de la supervision constante et on doit payer quelqu'un assis sur une chaise au cas où il se passe quelque chose, alors que cette personne-là, en fait, pourrait vérifier 4 usines, 5 machines, s'il pouvait le gérer d'une seule place par télétravail et toutes ces choses-là. Et donc, on a une économie à faire à ce niveau-là. Et je crois que le télétravail, bien sûr, c'est partout dans le monde actuellement. C'est un point important qui ne peut pas se démocratiser si on ne peut pas offrir à un prix raisonnable ces ressources-là à nos employés, bien sûr, parce que si on leur demande de faire du télétravail, il y a une compensation qui vient généralement à ce niveau-là. Et pour les entreprises aussi, d'avoir les infrastructures nécessaires. Aussi, moi, dans mon fantasme technologique, je verrais aussi notre expertise technologique actuellement qui est un peu abandonnée si on parle par exemple à Marmen Énergie, à Matane et à d'autres entreprises comme ça qui actuellement vont peut-être un petit peu moins bien ou on a une expertise très poussée, très grande. Bien, moi je pense qu'on doit actuellement comme avoir des projets qui vont permettre de dynamiser le milieu en utilisant cette expertise-là. C'est-à-dire que ça, c'est des très bons salaires. C'est des gens qui ont une très bonne expertise, qui vont faire partie du futur du Québec et de la région et qui, d'une certaine manière, ont beaucoup à gagner. On a beaucoup à gagner à faire travailler ces gens-là et à redynamiser notre milieu. Ça touche autant le vieillissement de la population au Bas-Saint-Laurent que le pouvoir d'achat au Bas-Saint-Laurent. Et donc, tout ça, c'est démographique. C'est quelque chose de démographique et d'économique. C'est super important et ça dépend de notre utilisation des technologies. Ça dépend de notre capacité à suivre le zeitgeist actuellement, l'air du temps, qui nous amène là et qui va faire que nos entreprises vont rester compétitives parce qu'on a à gérer avec la distance. On est loin des grands centres. Et donc, à ce moment-là, on a un coût supplémentaire qui est représenté par ça. Et donc, comment est-ce qu'on va se sortir de la distance? C'est par le village global. Absolument. Et là où ça devient particulier aussi, c'est que là, tout récemment, il y a une compagnie qui s'appelle Frank & Oak qui vendait jusqu'à tout récemment seulement en ligne, qui a remporté un prix comme l'une des entreprises les plus dynamiques, qui ont un chiffre d'affaires incroyable, ils ont une clientèle partout dans le monde, mais dans le contexte actuel, Frank & Oak n'aurait pas pu ouvrir pignon sur rue, sur la rue La Fontaine, supposons, ou à la Pocatière, ou bien à Matane. Il fallait qu'ils le fassent dans des conditions où ils avaient l'infrastructure nécessaire pour avoir du bon service à la clientèle. Faut y aller avec la population qu'on a aussi. Donc, c'est sûr qu'une entreprise comme Frank & Oak ou une grande chaîne, s'ils ont juste pignon sur rue sur la rue La Fontaine, bien, il y a le territoire comme client. Tandis que si on se met à travailler dans le web, notre client, c'est le monde. Donc, tu sais, on peut être basé à Rivière-du-Loup, puis vendre partout dans le monde. Puis ça se fait. Puis il y en a des entreprises ici qui le font, d'ailleurs. Puis, un autre exemple, parce que tu parlais un peu du salaire, de ramener des jeunes aussi en région, parce que c'est beaucoup ça. Je lisais que l'industrie du jeu vidéo, la moyenne d'âge, c'est 31 ans. Donc, c'est quand même assez jeune. Et la moyenne salariale de ces gens-là, c'est 78 000 71. 71, 70. J'aime mieux me dire 78. Ça donne plus de le pouvoir. je pense. C'est ça. Bien Non, mais au-dessus c'est de la quand moyenne même nationale. bien au-dessus de la moyenne. Donc, c'est de bons emplois pour des jeunes.
Puis, c'est des emplois qui, justement, comme je disais tantôt, ne nécessitent pas nécessairement des infrastructures incroyables. C'est des gens qui travaillent sur leur ordinateur, donc ça prend un bureau avec des ordis, puis on est en business. Donc, c'est quand même des solutions d'avenir pour des régions où il y a moins de population qui peuvent consommer. Puis l'exemple parfait, Angry Bird a commencé très petit avant de devenir le phénomène Tout à qu'il est fait. aujourd'hui. Ça prend pas. Google, c'est la même effectivement. chose. Par contre, quand tu dis que ça pourrait aider en région, on revient à l'accessibilité, Tout à fait. aux infrastructures. Mais moi, si je continue dans les fantasmes dont on parlait, puis tu l'as abordé un petit peu, Frank aussi, c'est le commerce électronique. Si on se disait en premier volet, est-ce qu'on a du retard à rattraper? Oui. Bout de calvette, là, en commerce électronique, on est loin en arrière. Mais c'est pas rien qu'en région, ici, là. OK, le Québec, le Canada, mais le Québec particulièrement, on est sérieusement en retard en matière de commerce électronique. Et s'il y a justement une chose qui peut être accessible, facilement accessible, c'est ça. Il y a des expériences très valorisantes qui se vivent en région. On l'abordait je vais radoter encore, dans une couple d'épisodes en arrière. Mais il en reste pas moins qu'actuellement, on a des détaillants qui vivent de sérieux problèmes avec leur place d'affaires. Appelons-la dans le vrai monde. Là. Réel. Le brick and mortar. C'est ça, exactement. Le magasin. Avec leur loyer. Avec leur loyer surtout. Mais puis qui ne trouvent pas le moyen de se positionner sur le web, alors que même si ce n'est pas tout le monde qui a accès, même si ce n'est pas tout le monde qui est familier, même si ce n'est pas tout le monde qui achète sur le web, ben si on se rend disponible sur le web, ben je pense qu'on est capable d'aller plus loin. Et là, au Bas-Saint-Laurent, oui, on est en retard, et plus en retard encore que le Québec peut l'être sur bien d'autres communautés à l'échelle mondiale. Je vais revenir à des exemples concrets. Je pense à Atelier Unicard, dont j'ai déjà parlé, qui fait des affaires via le web, et je vous dirais que c'est grâce au web que cette entreprise-là, l'Île Verte, réussit à percer actuellement. Ils viennent d'obtenir un contrat, là, c'est quasiment une nouvelle poignée d'un dent, un contrat qui vient d'organisations sportives des États-Unis, OK, donc les Patriots, les clubs de baseball, ils vont produire des cadeaux corporatifs pour ces entreprises-là. C'est venu par le web, ça. Ben, il faut à quelque part arrêter de se dire que bon, ben, l'épicerie, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille là. Si je veux acheter des vêtements, il faut que j'y aille par mes propres moyens. Il faut penser au web maintenant. Il faut, et ça, pour moi, c'est une priorité. Et moi, j'irais même un peu plus loin, si on reste un peu là, dans cette veine-là de la consommation sur le web, c'est que en même temps, le moment où on commence à compétitionner sur ce marché global-là, bien, automatiquement, on est obligé de soit survivre ou bien, malheureusement, faire autre chose. Parce que mes produits, maintenant, sont en compétition avec tout le monde. Mes produits doivent être attrayants pour tout le monde. Mais le marché du web se démocratise énormément actuellement. Donc, l'investissement initial est rendu presque dérisoire. Et puis, moi, j'ai travaillé dans les services informatiques assez longtemps pour entendre à m'en écœurer la question, oui, mais qu'est-ce que je vais faire sur Internet? À quoi ça me sert d'avoir une boutique en ligne? À quoi ça me sert même d'avoir un site Internet? Et puis, la réponse que j'avais par défaut, c'est qu'est-ce que tu vises comme clientèle? 30 000 personnes ou 30 millions de personnes au Canada ou 300 millions de personnes en Amérique du Nord ou 6 milliards, 7 milliards. Tu sais, à un moment donné, c'est là. Puis on dit qu'à peu près, les données mettent plus qu'une personne sur deux en achat en ligne. Et on parle de presque à peu près 30 de pénétration maintenant actuellement au niveau des appareils mobiles. Et ça, c'est en explosion. Et puis donc, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas y être. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas y être. Et puis, c'est juste que oui, il faut se maintenir à jour et tout ça. Et oui, on ne connaît pas nécessairement ça. Mais tu sais, je veux dire, l'entrepreneur doit faire les changements qui vont pour se tenir avec le marché. On voit avec le centre commercial ici, puis le commerce de détail en général, que c'est pas l'avenir, là. Tu sais, c'est vraiment pas l'avenir. Et moi-même, j'ai les marchés locaux que j'encourage, mais pour bien d'autres choses. Si j'ai acheté quelque chose fait en Chine au Walmart, tant qu'à ça, je vais l'acheter sur Amazon, là. C'est sûr. Là. Donc, à ce moment-là, je dirais que pour les commerçants, souvent, là, les détaillants, c'est une question d'ambition aussi. Hein? Ouais. Bon, il y a une résistance au changement naturel, mais il y a une question d'ambition aussi. Qu'est-ce que tu veux? Tu le disais. Veux-tu desservir 300 personnes, 30 000 personnes, 300 000 personnes, 300 millions de personnes ou 3 milliards de personnes? C'est ça. Ça prend une confiance dans ton produit, ça prend une connaissance des technologies, mais à quelque part, là, ça prend pas... Il ne faut pas être un crack de l'informatique. Je reviens à mon exemple de tantôt.
Le monsieur, il n'y a pas d'ordinateur. Il travaille à partir de son téléphone intelligent. Tout est géré. Même les paiements, la prise de commande, la livraison des commandes, tout ça est géré en temps réel avec un téléphone intelligent, point final. Donc, il y a la résistance au changement qu'il faut vaincre, mais il y a aussi une éducation, je pense, à faire pour amener les gens à un autre niveau. C'est sûr que, bon, le dépanneur du coin, il n'a peut-être pas besoin d'être sur le web pour vendre sa bière, là, mais il reste quand même que les fous brassants ici, c'est ici qu'on est ce soir? Oui? OK. Donc, les fous brassants, on est ici ce soir. Ils veulent la sortir, leur bière. Ils peuvent tout à fait la distribuer via le web. Peuvent tout à fait se servir de ces réseaux, de ce réseau-là pour la distribuer. Malbrou le fait pour son malt, d'autres le font Café Vrac, dans le secteur du centre du Québec. Vend son café pratiquement, c'est un torréfacteur indépendant, vend son café pratiquement uniquement par Internet et dessert partout. Il faut passer à ce nouveau... il faut faire un step en avant. Là. Mais là, est-ce que cette marche-là, elle est réellement technologique ou, je me tourne vers toi parce que je veux utiliser ton buzzword, ou est-ce qu'on parle réellement d'une culture? Est-ce qu'on parle réellement de changer la manière... Notre réflexe de dire je veux faire quelque chose, ça doit faire partie de l'équation. Je pense qu'il faut changer notre réflexe, en effet, sans nécessairement dire bon, mais on abandonne complètement la méthode traditionnelle, admettons, parce que c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat un service à la clientèle. Donc, quelqu'un qui parle d'humain à humain. Des fois, ce qu'on oublie aussi, c'est que des fois, se parler, c'est pas mal plus efficace que se parler pour vrai là, que de s'écrire par Internet. Donc, c'est sûr que ça, c'est difficile à battre. Par contre, qui sait, peut-être qu'il y aura des hologrammes bientôt, on ne sait pas trop. Mais reste que, bon, il faut quand même pas... Non, mais pour ça, oui, en effet, il y a un changement de culture, il y a une réflexion supplémentaire à avoir, selon moi, pour dire, bien, comment je peux faire ma marque sur Internet, donc pas seulement dans ma communauté, donc dans mon magasin ou dans mon commerce, mais sur le web, comment je peux faire ma marque, qu'est-ce qui peut me distinguer, puis c'est sûr que il y en a tellement que, bon, il faut trouver vraiment quelque chose de particulier ou il faut faire parler de soi dans des blogs, dans les réseaux sociaux, mais il y a quand même, je pense, moyen de le faire là, pour des entreprises qui sont innovantes. Et même sur les places d'affaires, les gens magasinent avec leur téléphone dans les mains. Les gens les magasinent avec Internet. Moi, par exemple, quand je vais dans un magasin maintenant, bien, je vois ça. Il n'y a pas nécessairement de conseiller sur le plancher ou il n'est pas disponible, tout ça. Moi, je vais sur Internet, je regarde toutes les caractéristiques du produit, les commentaires des gens qui en ont acheté. Je regarde les prix ailleurs, à gauche et à droite, s'il y a un meilleur modèle. On peut tout voir ça en ligne. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de l'utilisateur par la technologie? Sur place, on avait les codes QR. Est-ce que c'est un moyen de fonctionner? Est-ce que c'est la géolocalisation? Je pense qu'on est beaucoup plus rendu là qu'au code QR. Mais donc, à ce moment-là, il y a moyen de dire, bon, mais tu es là, ton produit, c'est ça, puis voici comment je vais te le vendre. Parce qu'il y a un grand gain à faire. Quand on parle de géolocalisation, c'est une manière d'aller chercher ton consommateur, mais c'est une manière aussi de lui offrir un traitement personnalisé. Et ça nous manque peut-être. Et c'est une façon également de compléter le service clientèle dont on ne peut se passer. C'est-à-dire que le consommateur, ce qui est démontré, c'est qu'il s'informe de plus en plus, mais il ne refusera pas, une fois rendu en boutique, le service personnalisé, le service client direct. Cette montre-là a souffert. Bon. OK? Il a fallu que je fasse remplacer la vitre. Ça a pris un temps certain. Je ne savais pas que la compagnie était lente comme ça, mais c'est... ils ont le temps. Ils ont le temps, oui. Ils ont le temps. Oh, c'est beau! Ça a pris quand même une seconde de oui! Là, regardez, je te distrais. Mais il en reste pas moins que... Il a fallu que j'explique la situation à une personne. J'étais allé voir sur Internet. Oui, c'est réparable. Oui, ça se fait. Mais le service clientèle direct... C'est ce qui a permis de conclure. Sinon, la montre, bon, ben, regarde, on va promener, là, pour le prix que ça vaut. Finalement, il faut que... C'est un mix, c'est un ensemble. Puis moi, ça me ramène à l'occupation du territoire dont on parlait encore, là, deux, trois épisodes. D'ouvrir les technologies, d'ouvrir les réseaux, d'amener ça, de démocratiser ça dans toutes les régions, dans toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent, bien, ça permettrait d'amener de nouveaux travailleurs autonomes, travailleurs à distance, des gens qui seraient capables de performer sur le plan du commerce électronique, ce dont des gens sont privés actuellement contre leur gré, ce qui limite
la créativité. Bien, c'en est une manière, ça, les nouvelles technologies, Ouais. d'amener à une occupation beaucoup plus dynamique, beaucoup plus globale, beaucoup plus complète de notre territoire. Effectivement. Puis on parlait du télétravail, là, tantôt. Là, ben, par exemple, moi, j'ai croisé quelqu'un qui restait sur l'île verte, sur l'île verte, là, l'hiver, qui était isolé complètement, mais qui faisait des contrats de graphisme avec des gens de Montréal, de Québec. Voilà. Donc, tu sais, on parle d'occupation du territoire, on peut travailler de n'importe où maintenant si on a accès, justement, Voilà. à cette technologie-là. Parce que ce territoire-là a quand même un côté positif. On n'est pas ici juste pour le fun, on n'est pas juste ici par hasard. Non. Il y a une qualité de vie. Il y a Il y quand a un même... coût de la vie. Il y a un coût de la vie, mais il y a aussi ce côté-là, pas déconnecté, mais ce côté-là où on n'est pas obligé de souffrir des affres de la vie, branché tout de suite, qui se passe, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Donc, d'être capable de valoriser tant les bons côtés du Bas-Saint-Laurent en nous donnant les outils pour pouvoir attirer une main-d'œuvre qualifiée, peut-être qu'elle est là, justement. La réelle, pas la fiction, mais le fantasme qu'on devrait se donner. Là. Oui, puis éviter d'attendre, je pense qu'il faut prendre les devants aussi. Là. On est parfois à la remorque des programmes puis des politiques du gouvernement, politique de la ruralité, politique culturelle, politique de ci, politique de ça, politique énergétique, etc., etc., etc. Bon, je regarde Énercon en Matane, Marmen également. Bien, là, actuellement, c'est des entreprises qui connaissent des difficultés, c'est annoncé, c'est connu. Bien, si on est à la remorque de ces politiques, de ces programmes-là, et qu'on attend après ça pour se développer, bien, on peut attendre un méchant bout de temps. Là. À quelque part, moi, je me dis, on a des leaders dans la région, je crois, des gens qui sont capables de porter un message, puis ces gens-là doivent être en mesure de guider aussi, de jouer leur rôle de leader. Moi, je trouve que c'est ce qui manque parfois dans certaines MRC. On est en attente plutôt que d'être en action ou en pro-action. Pourtant, les possibilités sont là. Il faut juste qu'on se décide à un moment donné d'agir envers l'attentisme gouvernemental ou envers une certaine complaisance gouvernementale. On doit se rendre plus loin que ça, puis ça nous appartient. Et voilà. La balle est dans vos mains, ou la balle est dans votre camp, ou du moins l'initiative sera la vôtre. Si vous avez envie que les choses changent ou qu'on se connecte un peu plus rapidement ou qu'on profite de ce marché global-là, bien, on peut avoir un petit coup de main de nos leaders, mais il ne faudrait pas qu'on attende trop longtemps. Il faut aussi être capable de prendre les choses en ses mains. C'est déjà tout pour ce deuxième segment de discussion sur la technologie. Dans un instant, la chronique culturelle avec Marie-Amélie Dubé. Cet épisode de La Meute vous est présenté par Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Vous avez un projet? Nous avons une équipe. Et on termine cet épisode de La Meute avec notre habituelle chronique culturelle. Et aujourd'hui, c'est Marie-Amélie Dubé qui va nous parler de mise en scène. Salut Marie-Amélie. Effectivement. Salut, ça va bien? Toujours. Excellent. Il faut. Ben oui. On Donc, parle de culture. on parle de culture, on parle de mise en scène. Lors de ma dernière chronique culturelle, j'avais parlé du métier de directrice artistique, directeur artistique, qu'est-ce que ça faisait. Et j'avais le goût de poursuivre, dans le fond, dans mon but d'éduquer un peu la population, les gens d'ici, sur ce qu'est le métier artistique de metteur en scène. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est, toi, un metteur en scène? J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui met une scène. Pas certain, mais je pense que c'est à peu près ça. Hein. Dans le fond, Non? tu touches un peu comme à un quart de ce que ça pourrait être. Un metteur en scène, c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui va aller chercher des concepteurs sonores, des concepteurs de costumes, qui va faire passer des auditions à des comédiens pour gérer tout l'aspect du jeu de la pièce de théâtre et qui va aussi aller chercher des concepteurs d'éclairage. C'est quelqu'un qui va proposer, qui va avoir un regard subjectif sur une œuvre, qui va partir d'un texte et qui va vouloir créer tout un univers en images. Donc, il va devenir un écrivain scénique. Mais le metteur en scène, ça n'existe pas depuis toujours. Est-ce que tu sais depuis quand ça existe? J'ai envie de dire 1648, un matin de printemps, il faisait moins 3 dehors. Un homme est sorti de chez lui, il m'a dit « Tiens, plutôt que d'être boulanger aujourd'hui, je serai metteur en scène. » Ça lui a pris 15 ans de trouver une job, mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Effectivement! Donc, la mise en scène, avant le 20e siècle,
C'était vraiment les auteurs qui faisaient eux-mêmes la direction d'acteurs et souvent jouaient eux-mêmes sur la scène. On avait des textes qui étaient souvent écrits par Canva. On avait des comédiens qui jouaient des rôles très typés, de la soubrette, du serviteur. Oui. C'était très cadré, finalement. Oui, c'était très cadré, c'était très stéréotypé. Et quand le 20e siècle est arrivé, on a eu toute l'apport des nouvelles technologies. On a eu dans la dramaturgie théâtrale des œuvres qui ont été vraiment plus éclatées, avec une chronologie qui était plus linéaire. Entre autres, Wojciech de Georges Büchner est comme l'œuvre qui a marqué la modernité au théâtre. De quelle manière? C'est parce que c'était vraiment des tableaux. Donc, on n'avait pas un acte 1, 2, 3, on avait 15 tableaux. Et le premier tableau pouvait être la fin de l'histoire et non le début. Et on avait aussi, on était beaucoup dans une écriture plus introspective, plus dans l'émotion, dans le senti, que dans l'illusion du réel, de raconter vraiment comme une histoire du quotidien. Parce qu'avant le 20e siècle, on avait beaucoup du théâtre qui était du théâtre réalisme, du théâtre qui montrait vraiment ce que notre quotidien est. Il y a des metteurs en scène ou des décorateurs qui mettaient vraiment dans des scènes de ferme, il y avait des poules sur scène, il y avait des bottes de foin pour que ce soit vraiment très réaliste. Et des fois, c'était poussé encore plus loin. On disait que c'était une esthétique naturaliste, donc qui voulait vraiment représenter le quotidien comme si on était à la ferme, comme si on était au restaurant, on aurait de la nourriture ici comme ça avec nous. Mais après le 20e siècle, donc, le metteur en scène est arrivé. Et le metteur en scène, il y a comme eu une distance qui a été prise entre l'auteur et le metteur en scène. Et c'est pas, ça s'est pas fait ça s'est pas fait nécessairement en douceur parce que il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont décidé à un moment donné que le texte, ce n'était plus l'unique matériau de la création. D'ailleurs, je vais me permettre de lire un extrait de Mise en scène et jeux de l'acteur de Josette Ferral, qui est vraiment une bible de réflexion et d'analyse sur ce qu'est le texte en espace. Et Martine Beaune, qui est une metteur en scène quand même connue au Québec. D'ailleurs, moi, la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie, c'était Albertine en 5 temps. J'étais en secondaire 3 et c'était ici, au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Et c'était elle qui avait fait la mise en scène. Et la mise en scène était, ma foi, c'était zéro réaliste. C'était un gros escalier de 5 marches et tu avais les 5 comédiennes qui étaient dans chacune des marches. Et Albertine en 5 temps, l'histoire, dans le fond, c'est une femme à 5 moments de sa vie. Donc, la mise en scène se prêtait vraiment bien avec l'escalier à l'interprétation du texte. C'est bien parce que moi, la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie, ça incluait des marionnettes en bas qui se parlaient l'une à l'autre. Puis je ne suis pas certain que c'était vraiment au mot le mot ce que l'auteur avait écrit, mais j'ai appris 2-3 leçons quand même. Alors, c'était peut-être plus la forme théâtrale qui était utilisée pour aller chercher le public. Oui, donc tu étais peut-être plus jeune, la marionnette. Peut-être, bien oui. Très jeune public, 22, 23 ans. J'ai commencé mon théâtre. T'es resté jeune plus longtemps. Mais pour revenir à Martine Beaune, si tu me permets, ce qu'elle dit, elle, c'est que le texte, c'est sa base, c'est sa matière première. Ce sont dans les mots du texte qu'elle s'inspire. Elle pense que tout est dans le texte. Alors que André Brassard, lui, un peu plus loin dans l'ouvrage, a une vision vraiment différente qui ressemble beaucoup plus à ma vision, moi, comme metteur en scène. Le texte, ce n'est pas seulement ce qui est sur le papier. Ce qui est écrit, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le texte, c'est aussi ce que cache l'écrit. Il dit qu'il a toujours préféré respecter l'esprit plutôt que la lettre. Donc, il ne veut pas obéir à la lettre au texte. Tu comprends, dans le fond, la distinction entre les deux? En fait, je peux même te le vulgariser. Vas-y, vulgarise. C'est comme le clan de ceux qui pensent que la poutine, c'est juste les ingrédients de base. Oh, le texte vient ici. Et ceux qui pensent que la poutine, c'est les ingrédients de base, plus tout ce qu'on peut mettre dedans, genre du pepperoni, du steak haché, des oignons. Je pourrais continuer longtemps, puis je commence à avoir faim, j'ai arrêté tout de suite. Mais l'idée est un peu là, de dire, est-ce qu'on change la recette originale? Est-ce qu'on a le droit d'y toucher? Ou est-ce que, non, comme un peu la cuisine française, les règles,
c'est des règles, on suit les règles. Bien, à vrai dire, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique. Je pense que chaque créateur va adapter la recette à sa façon. Moi, comme metteur en scène, le texte, c'est un matériau parmi tant d'autres. Oui, je vais partir du texte, mais ensuite de ça, je ne vais pas vouloir... je vais pas suivre les didascalies à l'intérieur de l'œuvre que l'auteur a proposées parce que lui, oui, il a cette vision-là, mais moi, je veux l'amener ailleurs. Dans un texte, il peut y avoir une didascalie où on dit que le personnage est en colère à ce moment-là. Mais moi, j'ai le goût d'essayer peut-être de le mettre plus comme joyeux, hystérique, fou, puis voir quel impact ça peut avoir. Donc, on peut apporter une deuxième lecture, une deuxième vision dans les choix de metteur en scène à partir du texte. Et ça permet aussi d'assurer qu'à chaque fois qu'on va voir une pièce, même si elle existe depuis 300-400 ans, supposons une pièce de Molière, on n'est pas certain de revoir la même pièce qu'on a vue auparavant. Parce qu'à chaque fois, on la voit sous la loupe ou sous la lentille d'un autre metteur en scène. Donc, automatiquement, c'est un nouveau produit. Absolument, mais c'est ça la magie du théâtre, dans le fond, c'est qu'un texte peut être adapté, joué des millions de fois, puis des milliers de fois, ça ne sera jamais pareil, dans le fond. Et la mise en scène, entre autres, le metteur en scène arrive vraiment au début du processus. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, les gens vont penser que c'est les comédiens, tout le monde ensemble au début, mais non. Le metteur en scène, c'est lui qui a le texte ou une idée, parce que là, on parle à partir d'un texte, mais il y a beaucoup de créations dont le texte se fait aussi pendant la création. On peut au théâtre ne pas partir d'un texte, mais mettons là, qu'on part d'un texte. Là. Supposons. Là, oui. Le metteur en scène prend le texte, en fait une lecture, en fait une analyse et elle va avoir une vision. Il va se dire, par exemple, bon, ici, on a un rapport de force entre deux personnages. Comment la mise en scène pourrait servir ce rapport de force-là? Je me rappelle, à l'université, on avait monté La volupté de l'honneur de Luigi Pirandello et dans notre cours de mise en scène, on devait proposer une vision de ce rapport de force-là entre les deux personnages. Et nous, on avait proposé que le plancher de la scène soit un damier d'échecs. Parce que c'était comme une game de pouvoir entre les deux personnages et tout de suite, on comprenait qu'on arrivait dans un jeu, dans un univers de pouvoir de roi, de reine. Donc, avec la mise en scène, on vient supporter le fond du texte et on vient aussi créer des images, dynamiser, envoyer des codes de lecture différents pour les spectateurs. Et c'est pour ça, parce qu'on pourra en parler pendant des heures de ce travail de metteur en scène-là, oui. mais que tu seras d'accord avec moi pour dire que à la fin d'une prestation, d'une pièce de théâtre, lorsqu'on applaudit la première fois, on applaudit entre autres les acteurs, mais c'est pas pour rien qu'à la fin, le metteur en scène vient les rejoindre pour qu'on l'applaudisse aussi dans la majorité des productions, entre autres sur Broadway. Absolument. Si je me permettrais de terminer, il y a une œuvre qui a été adaptée en 1984 de George Orwell, qui a été adaptée par Robert Hicks et Duncan Macmillan. Ça a été monté par la metteur en scène Edith Patnaud et c'est présenté au Théâtre du Trident jusqu'au 28 novembre. Et ce qui est intéressant, c'est que le téléécran qu'on retrouve dans le texte de Orwell est sur scène directement et on a un caméraman qui suit les comédiens tout au long de la représentation et ça porte vraiment le propos de Big Brother nous regarde et il est là tout le temps. Donc, je vous invite à aller à Québec. Moi, je pars là, vendredi. Il y a de la place dans ma voiture. Donc, si vous voulez, on va voir 1984 ensemble et on en parle ensuite. Voilà, une belle suggestion sortie. Et c'est déjà tout pour cet épisode de La Meute. Merci, Marie-Amélie, pour ta chronique. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous, cette fois-ci, on parlera de culture, mais cette fois-ci pendant 1 heure.